choisir les produits les plus sains possibles. Et quand vous choisissez des vêtements, s'ils sont confortables et de qualité, c'est mieux, non? Eh bien, pour votre logement, faites pareil. Exigez la qualité, exigez NF Habitat. NF Habitat, c'est la seule certification qui vous assure le meilleur pour votre logement. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr. Bon, Charline Vanhoenacker, il est déjà 17h, on est un peu en retard. Oui, je pense que vous savez qui est mon invitée, une romancière belge qui s'appelle Myriam Leroy. Oh, que vous Myriam avez Leroy. déjà reçue. Je trouvais que votre questionnement laissait un peu à désirer, on va approfondir. Exceptionnel, voilà. Myriam Leroy. Vous écoutez Pop, il est donc juste 17h, les infos. Laetitia Gaillet. Près d'1 milliard d'euros pour solde de tout compte. La note salée de Google vis-à-vis de la France. Le géant américain de l'Internet a passé un accord avec la justice française aujourd'hui. Il accepte donc de verser une amende de 500 millions d'euros et 465 autres millions d'euros en taxes additionnelles. Google demande en échange l'arrêt des poursuites dans ses contentieux fiscaux. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 18h. Chaque jour, la RATP transporte en moyenne 9 à 10 millions de personnes entre Paris, sa banlieue et ceux qui arrivent des régions. Autant dire que demain, pour toutes ces personnes, la journée risque d'être très compliquée. Les syndicats de la RATP ont appelé à une journée de mobilisation pour dénoncer la future réforme des retraites qui prévoit entre autres la fin des régimes spéciaux comme ceux de la RATP. Édouard Philippe, le Premier ministre, l'a confirmé ce matin. Allons donc, seules 2 lignes de métro circuleront à minima demain. Le trafic des RER, des bus et des tramways sera très perturbé. Les retards risquent donc d'être nombreux au travail demain. Il faudra bien s'y faire, comme l'explique ce patron d'une entreprise de 300 salariés, dont 100 dans Paris Intramuros, rencontré par Mathieu Mondoloni. On favorise d'une manière générale le télétravail dans les périodes qu'on a déjà vécues les derniers mois ou les dernières années plutôt, où les mouvements de grève effectivement qui n'étaient pas liés au transport mais qui étaient plus liés à des manifestations et grèves de services publics d'une manière générale nous obligeaient à réorienter, à faire en sorte que les gens travaillent plutôt de chez eux effectivement. Donc on avisera de tout ça. Nos collègues, de toute manière, sont plus ou moins tous équipés d'un smartphone, d'un ordinateur portable. Donc ça devrait passer de cette manière-là, j'espère en tout cas. La date du procès Fillon est fixée. L'ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle devra répondre à la justice des soupçons d'emploi fictif d'un ancien assistant parlementaire et de sa femme Pénélope le 24 février prochain. Le procès devrait durer 3 semaines. La rentrée politique de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, le patron de la France Insoumise a d'abord raconté calmement son périple en Amérique du Sud cet été. Et puis il s'est emballé sur le procès dont il fait l'objet le 19 septembre prochain. Il doit comparaître à Paris pour rébellion, provocation et acte d'intimidation envers l'autorité judiciaire. Procédé politique d'exception, a dit Jean-Luc Mélenchon pour l'affaire des comptes de campagne. Jean-Luc Mélenchon qui en a profité pour évoquer le sort de Richard Ferrand, le patron de l'Assemblée nationale, mis en examen, lui, la nuit dernière, dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Je voudrais juste vous signaler un détail. Je reconnais que c'est un détail. Il existe dans ce pays une chose qui s'appelle la présomption d'innocence. Je sais que ça compte pas, hein. Et le pilori est dressé. Donc M. Ferrand va être mis au pilori pendant plusieurs jours, peut-être une grande semaine. Mais puisqu'il est sur le pilori, allez, on y va. Voilà, et bien là c'est pareil. N'importe quel juge peut décider, l'un décide un non-lieu. Par exemple, le parquet a eu M. Ferrand sous la main, ils ont fait un non-lieu. Là, c'est normal, hein. Et puis maintenant, il y a un autre juge qui lui vient dessus, hop, et ben, je sais pas, il est mis en examen. Il est mis en examen. Je ne sais rien sur cette affaire, mais je tiens à ce que tout le monde sache que je ne crois personne. Je ne crois pas les juges, je ne crois personne. Voilà, alors j'attends, et je n'ai pas confiance dans la justice. Alors pour terminer le tableau, donc comment voulez-vous que j'ai une opinion? Non, je n'ai pas confiance, c'est pas la peine de lever les sourcils comme ça. Des propos recueillis par Laurence Perron. Après Richard Ferrand hier, c'est au tour de sa compagne d'être entendue aujourd'hui par les juges de Lille sur l'affaire donc des mutuelles de Bretagne dont parlait à l'instant Jean-Luc Mélenchon. Le Conseil représentatif des associations noires et l'association Vivre vont lancer une action collective contre l'État dans le dossier du chlordécone. Tous deux estiment que la France a une part de responsabilité dans le scandale sanitaire aux Antilles. Ce pesticide a été utilisé pendant 20 ans jusqu'en 93 pour combattre un insecte dans les bananeraies antillaises.
dièse. Or, sa dangerosité avait été dénoncée par l'OMS dès la fin des années 70. Selon Santé publique France, plus de 90% des populations guadeloupéennes et martiniquaises ont été contaminées. Cette action collective s'ajoute à la plainte déjà déposée en 2006 pour mise en danger de la vie d'autrui. Emmanuel Macron sera ce soir dans la principauté d'Andorre. Il passera 24 heures dans ce territoire grand comme 2 fois Marseille. Emmanuel Macron partage le titre de coprince de la principauté avec l'évêque d'Urgell en Espagne. Et il en est qui, pendant ce déplacement officiel, ont envie de se faire entendre ou en tout cas d'attirer l'attention du président. C'est le cas du maire de Porta dans les Pyrénées-Orientales qui est particulièrement agacé par une modification de la frontière entre la France, Andorre et l'Espagne. C'est un reportage de Bertrand Galichet. Le maire du village de Porta, 124 habitants, estime sa commune spoliée par le nouveau tracé de frontière avec Andorre. Marius Hugon déplore la perte de 24 hectares au profit de la principauté avec l'accord de la France. Ils ont, disons, tracé une nouvelle frontière qui n'était pas tracée, qui était uniquement naturelle, avec point GPS dessus et en bornage. Ça a été fait à notre insu avec la police des frontières, plus des gens du ministère de l'Intérieur. Voilà. Un bornage récent, mais l'accord entre la France et la principauté remonte à 2012 et porte sur une zone litigieuse où n'existait aucun tracé de frontière précis depuis le XIIIe siècle. Le maire de Porta n'ergote pas sur les questions diplomatiques. Moi, ce que j'attends du coprince qui va venir en Andorre, président de la République et coprince de l'Andorre, je demande de récupérer en propriété les terrains qui sont partis sur le territoire andorran. Et vous pensez que le président de la République a le pouvoir de faire ça ? Oui, parce que oui, ces terrains peuvent être restitués à la commune sans changer le tracé de la frontière. Car les 24 hectares désormais en territoire andorran sont essentiels pour les ressources en eau, notamment pour des projets touristiques. Bertrand Galichet. En attendant la demi-finale entre la France et l'Argentine au mondial de basket demain après-midi, l'Euro de volley ce soir en France à Montpellier. Les Français accueillent la Roumanie pour le premier match de la compétition. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 19h. Pour l'instant sur Inter, 17h06. À découvrir cette semaine sur France Inter+. Revivez les grandes heures des Black Sessions, les soirées de concert signées Bernard Lenoir. 4 lives, 4 artistes cultes des années 90. Pulp, Suède, Paul Weller et Rachid Taha. France Inter+, c'est plus de France Inter. Du lundi au jeudi à 23h15. Et dès maintenant sur le site et l'appli mobile de France Inter. Peugeot présente plein phare sur les 7 jours flash. Les 7 jours flash, c'est l'événement de la rentrée. On y annonce un festival de stars. La berline 308 ou le SUV 2008, venus y présenter leur tout nouveau moteur Euro 6, plus efficient, on peut clairement parler de nouvelle vague. Avec des offres exceptionnelles, Peugeot déroule le tapis rouge pour que vous repartiez avec le véhicule de vos rêves, disponible là, tout de suite. Alors, action! Jusqu'au 14 septembre, rendez-vous en concession pour profiter d'offres exceptionnelles sur nos véhicules en stock, cumulables avec les offres du moment. Détails sur Peugeot.fr. France Inter aime... Le Misanthrope, mise en scène Alain Françon, du 18 septembre au 12 octobre, au Théâtre de la Ville Espace Cardin. Passé maître dans l'art du théâtre, Alain Françon fait halte chez Molière pour la première fois. Il nous plonge dans cette comédie féroce avec Gilles Privat en Misanthrope et ses comparses remarquables. Un pamphlet sur l'hypocrisie et les jeux de cour. Le Misanthrope, au Théâtre de la Ville Espace Cardin, du 18 septembre au 12 octobre, un spectacle France Inter. C'est le moment ou jamais. Arrêtez tout. C'est par Jupiter sur France Inter. Tout. Vraiment tout. Bah, sauf aux oreilles, quoi. Ah. Donc, qu'est-ce que vous comptiez faire que vous avez annulé alors, Laetitia Gaillet? Bah, boire une bière. Ah, 17h. Je pense que c'est cumulable. Pas mal. Voilà, je parle à des Belges en même temps, donc je suis pas trop folle. Merci Laetitia pour ces informations. Bien sûr, on vous retrouve demain, dès le matin. C'est ça. Allez, à demain. Ce matin, dans le bureau de Par Jupiter. Bon, aujourd'hui, on ne laisse pas nous martyriser, hein, le réalisateur. Hein. Toute l'équipe est à pied d'œuvre pour donner le meilleur d'elle-même. Bon, moi je vous préviens, j'ai préparé mes boulettes de papier. Moi, le coussin péteur, hein. On va le décoincer, le Jean-Pierre Mocky de la radio. Ouais, faites attention quand même, faudrait pas qu'il se venge. Quand soudain... Ah, mais rigolo. C'est bien calme ici. C'est trop calme. Non. Allez hop, hop, hop,
vous allez me réveiller tout ça. Non mais monsieur, on est épuisé. Je t'ai causé, Maurice. Pourquoi est-ce qu'il est si méchant? Bon, j'espère aujourd'hui que les sujets, c'est pas des trucs écolo bobo gaucho là, parce que ça commence à bien faire. Ah mais c'est ça en fait. On pourrait parler du Burkini par exemple, ou de la France des assistés, ça c'est un vrai sujet. Il est de droite. Mais c'est pour ça qu'il nous déteste. Ah non, je suis pas de droite moi, je vote pas. Ah ouais, donc t'es de droite. Non mais la droite c'est des mous. Moi si je votais, je pense que je voterais. Non, la honte, il est de droite. Ah oui, il est de droite. Arrête Guillaume, tu vois bien qu'il souffre là. Oui, je souffre. Voilà. Je suis né là-dedans. Si je m'appelle Jean-Marie, c'est à cause de... Oh non, et si ta sœur s'appelle Marine, c'est... Notre canari s'appelait Wagner. Ça va aller. Hein, ça va aller. Depuis que mes parents savent que je bosse avec vous, ils me parlent plus. On va t'aider, Jean-Marie. Tiens, c'est le capital de Karl Marx, commence par là. Ouais, merci. Il est allemand, ça va plaire à papa. Ouais, c'est pas gagné. Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique dont voici la devise du jour. Microsoft ne s'est pas fait en un jour. Oh, c'est beau. Et voici le menu à l'ardoise. La rentrée politique a lieu dans les tribunaux. Entre la mise en examen de Richard Ferrand et le verdict du procès Balkany, on a le choix entre les affaires du Modem ou l'ouverture du procès Fillon. En matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. Vous pensez à quelqu'un? Non. La justice vient de réhabiliter un professeur qui avait été lourdement sanctionné par l'éducation nationale pour avoir fait lire la Bible à ses élèves de CM1, CM2, preuve que le fait religieux et l'école forment un mélange inflammable. L'Église s'est modernisée depuis le pape François, figure-toi. J'ai Twitter, Instagram et je fais même parfois des sermons en Snapchat. Les livres ont trouvé un refuge sur un réseau social, Instagram. Les lecteurs partagent les couvertures de bouquins et on trouve de nouveaux critiques, ou plutôt des influenceurs littéraires appelés les bookstagrammeurs. Toujours belle du Seigneur? Ah ouais, non, je lis pas, non. C'est pour avoir l'air intelligent. Et voici celui qui envisage d'instagrammer ses brèves, de faire des Insta-brèves. C'est Alex Vizorek. Eh bien, bonjour, Charlie de Maker. Figurez-vous, belle équipe aujourd'hui autour de la table. Assez étonnamment, une belle équipe. 17h20. Celle qui s'est fait arrêter par la police du jeu de mots suite à sa dernière chronique et qui vient à peine de sortir de garde à vue, c'est Constance. Bonjour. Bonjour. Comment elle va? Eh ben, elle va bien. Oui, ça elle va. va nous parler. Alors, je vais faire une chronique et dans cette chronique, il n'y aura pas le mot potimarron. C'est promis. Bon indice et qui donne bien envie de vous écouter. 17h30. Celui qui propose des octogones à toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec lui, autant vous dire qu'il est booké jusqu'en 2048. C'est Guillaume Meurice. Bonjour à tous. Eh ben moi je suis allé dans un fief de la France Insoumise pour parler du camarade Jean-Luc, bien sûr, victime d'une cabale politique. Alors ses fans le soutiennent malgré ses défauts. Il est direct. Oui, il est direct du droit, principalement. Vous allez perdre votre dernier ami. Et à 17h40, celle qui vous prouve le lundi et le mercredi qu'au fond je ne sers pas à grand chose dans cette émission. La brillante Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Je peux pas le dire parce que c'est notre invité. Et qui est cette personne? Oh bah oui, je sais, je peux pas le dire. Bah, voici celle qui va ambiancer notre open space. Je vous laisse annoncer votre nom. Vous êtes Myriam Leroy. Oh yeah. Charline Vanhoenacker. C'est vrai, c'est elle. Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Myriam Leroy. Merci. Nous vous avons invité car nous avons adoré votre roman intitulé Les Yeux Rouges paru au Seuil. On n'est pas les Seuils d'ailleurs. Les auditeurs ont pu vous entendre récemment chez Antoine de Caunes pour en parler. C'est l'histoire d'une chroniqueuse radio qui distille son ironie grinçante, on va dire, sur la radio publique belge. Et Denis est un auditeur qui apprécie son point de vue dans une radio qu'il considère comme étant à la botte de l'État. Il l'appelle la Pravda. Alors il lui écrit souvent à cette chroniqueuse à travers les réseaux sociaux, il réagit à ses chroniques, il voudrait la rencontrer. Elle lui répond sporadiquement, quelques courts messages. Lui raconte sa vie, écrit fréquemment, fait déposer des cadeaux, mais il commence à s'agacer de son silence, à s'agacer aussi de ses chroniques qu'il ne trouve plus finalement trop à son goût, tout compte fait. Et l'étau commence à se resserrer. Denis lui pourrit la vie sur Internet, l'étau du cyberharcèlement, on va dire. C'est un roman qui est inspiré de votre vécu. Oui. Ça va mieux, on dirait. J'aime beaucoup ça. Vous êtes effectivement, vous avez été chroniqueuse sur la RTBF. Ouais. Et puis avec cette fiction, vous avez amplifié ce vécu, vous l'avez nourri ou édulcoré. Comment est-ce que vous avez façonné la glaise de votre expérience
pour en tirer la fiction. Comment vous avez façonné la C'est glaise très de beau. l'expérience. C'est une très jolie Le question. livre étant très bien écrit, j'ai un peu cherché mes questions. Ouais, ça se sent, ça se sent. Alors je pense l'avoir un peu édulcoré par rapport à ce que j'ai réellement vécu. Je vois vos yeux s'ouvrir comme des scoops. Ah oui, ça je suis, pardonnez-moi, pas- là ça vous de dire sur le cul, ça le vaut. Un petit peu, parce qu'en fait, il fallait que le personnage de Denis soit pas tout. Enfin, il fallait que ce soit pas trop manichéen, que le lecteur puisse se dire peut-être que je pourrais partager des opinions avec Denis, ou je pourrais quelques agacements sur l'air du temps. Enfin, il fallait que le type soit compréhensible et qu'on puisse appliquer une grille de lecture normale d'être humain sur un être humain et non sur un monstre. Or, moi, j'ai l'impression dans la vraie vie d'être plutôt tombée sur le type vraiment extraterrestre, quoi, impossible. Ah oui. Ah donc le roman est édulcoré alors qu'on l'a tous ressenti comme super glaçant. Ouais. Oui, disons que l'armature du roman est vraiment inspirée de faits réels. Et puis j'ai été y plaquer des trucs vus chez mes consoeurs aussi, parce que c'est pas un témoignage sur les chroniqueuses de la radio harcelées. Je crois que j'ai voulu pointer la dimension collective du problème, c'est-à-dire que dès qu'une femme a une attitude qui ne permet plus de la confondre avec un paillasson, on essaye de la réduire au silence. C'est surtout un objet littéraire. Vous parlez de témoignage, et moi, quant au thème, j'étais pas porté vers votre livre. J'ai lu parce que je vous connais. Et littérairement, j'ai trouvé ça super bien amené, et ça m'a pris tout de suite. Donc, comment est-ce que vous pensez que vous étiez une truffe? Non, Louis pas le du dit tout. Pas du tout. Mais je veux dire, je préférais vous en entendre parler dans les interviews. Et quand j'ai lu le bouquin, j'ai compris pourquoi vous avez choisi d'en faire un roman. Comment vous avez réfléchi à le mettre sur le papier et à tenir le suspense de ça? Mais j'avais envie d'en faire un roman et pas un documentaire ou un livre de témoignages, parce que je trouvais c'était une super matière littéraire, parce qu'il y avait un vrai grand méchant, et c'est toujours un peu palpitant et passionnant, un vrai grand méchant. Et puis ça racontait, me semble-t-il, l'ère du temps par le petit bout de la lorgnette. On pouvait en dire beaucoup de discours en roue libre, et pas uniquement du côté des trolls, même en politique. Et donc ça faisait des années que je planchais sur le sujet, et puis j'écrivais des débuts de livres, mais ça n'allait pas. Enfin, je trouvais que c'était très incontinent émotionnellement. Enfin, j'ai essayé des tas de types de dispositifs narratifs, et puis un jour, je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai eu cette idée de faire disparaître en fait la narratrice, que sa souffrance soit hors champ. La violence est vraiment dans le champ, mais même si c'est elle qui parle en jeu, elle ne produit que du discours rapporté, elle ne produit que la définition que les autres font d'elle. Et une fois que j'ai trouvé cette petite astuce, le livre est venu tout seul, quoi. Ce qu'on appelle, Juliette me l'a dit tout à l'heure, un style indirect libre. Ah, c'est ça. Oui. Voilà. Dire que je pensais l'avoir inventé, mais non. Non, alors Juliette, vous me l'avez très bien expliqué tout à l'heure. Oui, non, vous pouvez le faire partager aux auditeurs. Aragon utilise ça particulièrement, ça se sent très fort dans Aurélien. C'est toujours la troisième personne du singulier, il, elle, sauf que il rentre à l'intérieur de ce il, elle, et tout d'un coup, ça devient extrêmement proche. C'est-à-dire une sorte de jeu déguisé en il. C'est un jeu, mais qui est déguisé en voilà. Donne une impression d'intimité. Et je pense que Louis Aragon l'a volé à Myriam. D'ailleurs, oui. Non, mais c'est une chose qui était très employée au XXe. Enfin voilà. Myriam Leroy. Alors qui est Denis? Parce que son portrait est précis, son discours est précis. Ce qu'il vous écrit, effectivement, on peut parfois être d'accord avec lui, donc à un moment on peut presque tomber d'accord, et même peut-être sous le charme de cet effectivement. homme, donc qui est-il? Est-ce que on a l'impression que vous êtes entré dans sa tête? Denis, c'est des kilomètres de commentaires Facebook que vous avez lus? Oui, en fait, un peu par la force des choses, j'ai vécu quelques expériences de harcèlement à grande échelle, et je me suis intéressée à ces gens. Je me suis dit, mais qui sont ces gens? Pourquoi me disent-ils qu'ils vont me violer et me dépecer à longueur de journée? Et donc, je les ai un petit peu espionnés, je dois bien l'avouer, pour comprendre. Et alors, j'ai toujours pas compris, mais en tout cas, je suis capable maintenant d'être un générateur automatique des invectives dont ils sont coutumiers. Vous avez réussi à assimiler la chose? Oui, je les mime très bien. Je sais très bien les reproduire. Par contre, j'ai eu beau lire Adorno, des théories sur la personnalité autoritaire et tout ça. Non, j'ai toujours pas pigé. Vous pourriez harceler quelqu'un terriblement. Aujourd'hui, vous avez les clés, en fait. Vous avez les clés pour le faire. Votre roman figure dans la sélection du prix Médicis. Félicitations, déjà. Merci. Et votre premier roman, Ariane, que Juliette Arnaud avait chroniqué dans notre émission, vous avez été finaliste du Goncourt du premier roman. Donc Ariane, histoire d'une amitié fusionnelle et toxique entre deux adolescentes. Et là, vous venez nous voir donc pour Les Yeux Rouges, Myriam Leroy. Comme j'apprends la radio, je regarde combien on a d'intro. On me dit 36 secondes pour ce magnifique titre. Ça vous en fait des choses à raconter sur 36 secondes. Ah non, j'ai 18 secondes, me dit-on dans l'oreille. C'est beaucoup moins que 36. Le temps de dire Myriam Leroy, Les Yeux Rouges paru au Seuil, France Inter, par Jupiter, restez avec nous. C'est propre. À venir, Constance. C'est bon là, non? It don't always come naturally.
Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Yeah. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. 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 Tell me, baby, do you love as hard as I do? Is there a lightning striking inside of you? Does the thunder roll? Does the fire keep you cool? Oh, come a hurricane is coming for you. Yeah. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. Bang, bang, I want it. Shoot me down and I want it. When I tell him that I want it, he says louder. 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 Oh, your love. Oh, your love. Oh, your love. Boy, I put my whole heart into it. Oh, 'cause I'm in it. I'll be there for you to the finish, going all out. Are you in it? Are you in it? Louder, Bang Bang, Macy Gray sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter, il est 17h22 à Bruxelles. Car nous recevons une romancière belge, Myriam Leroy, qui publie Les Yeux Rouges, paru au Seuil. Qui va chroniquer le livre, Alex? C'est Juliette Arnaud, mais quelqu'un sur Twitter, hashtag Par Jupiter, nous dit ça valait bien le coup de poser la question comment avez-vous façonné la glaise, pour finir par dire je suis sur le cul. C'est vrai. Tout vous, Et qui Charlie de est ce tweeto si brillant? Véro, moi, qui nous harcèle de bonheur sur les réseaux sociaux. Vous entendez Guillaume Meurice et Constance également. La question, elle est, est-ce que je suis un homme honnête ou pas? La réponse, oui, je suis un homme honnête. Le journal de presque 17h17. Ah bah oui, il est d'une honnêteté monstrueuse. Un vrai pervers. Et on commence par les titres. Affaire des mutuelles de Bretagne. Richard Ferrand mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Oui, il me semble que c'est de plus en plus la République en marche à l'ombre qui se dessine. Le journal L'Opinion nous apprend ce matin que Louis Alliot n'est plus en couple avec Marine Le Pen. Belle nouvelle pour Nicolas Dupont-Aignan qui va pouvoir reprendre son rang dedans. Et les brèves, bien sûr. Oui, quelque chose me dit que les brèves ont plus d'avenir que Richard Ferrand à son poste. C'est donc l'information du jour. Oui, le oui. président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, Riri, a été mis en examen dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. Et rappelons qu'avant lui à ce poste, c'était François de Rugy. Donc... Visiblement, pour être président de l'Assemblée nationale, il faut sûrement avoir plein de qualités, mais pas l'honnêteté. Voilà, Patrick Balkany devrait songer à se présenter si Ferrand démissionne. D'ailleurs, reprenons cette phrase choc de notre Premier ministre en juin 2017. Oui. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Il a ma confiance. Une mise en examen déclenche immédiatement une démission d'un ministre.
Quel coup de bol que Richard Ferrand ne soit que le 4e personnage de l'État et pas ministre. En tout cas, quand Macron disait que ça allait ruisseler, croyez-moi, c'est bien dit. Oui, puisque ça va vachement ruisseler sur le front de Richard Ferrand quand il sera convoqué au bureau du juge. Quant à Emmanuel Macron, il a déclaré que Richard Ferrand disposait encore de toute sa confiance. Et donc je suppose qu'il s'agit d'une confiance mutuelle, mutuelle de Bretagne. Évidemment. C'est beaucoup de rire. Sans transition, on a appris que Jean-Paul Delevoye, le nouveau ministre, le monsieur retraite du gouvernement, cumulait son salaire et sa retraite. Et voilà, que ça, il est bien placé pour savoir que parfois la pension de retraite est insuffisante et qu'il faut conserver une petite activité pour subvenir à ses besoins. Gouvernement toujours. Oui, mais gouvernement européen, puisque l'intitulé du portefeuille du nouveau commissaire européen en charge des migrations fait polémique. En effet, il est responsable de, je cite, la protection de notre mode de vie européen. Et c'est vrai que cet intitulé est un scandale. Oui, parce que ça sous-entend que les migrations constituent une menace. Non, pas du tout. Ça sous-entend surtout qu'en Europe, on aurait tous les mêmes valeurs et le même mode de vie. Et moi, je refuse qu'on prétende que je partage des valeurs au hasard avec des Français qui nous ont volé la Coupe du Monde de football. Donc, vous seriez champion du monde. Et en même temps, société. Non, société. Vous êtes à chaque fois qu'on parle de ça, vous êtes troublés. Selon une étude, le mariage aiderait à prévenir les risques de démence. C'est une info. Je connais plein de gens mariés qui rêveraient d'avoir Alzheimer. Si je l'avais bien dit, ça aurait été excellent. Et d'oublier qu'ils sont mariés. Allez, là on passe au sport. Aux États-Unis, une nageuse a été sanctionnée car son maillot ne couvrait pas assez ses fesses. Et c'est ridicule de nos jours. Si un pervers veut se rincer l'œil, il ne va pas se faire chier à se taper une compète de natation. Il va taper YouPorn sur Internet. Allez, People, dans une vidéo Facebook, Gad Elmaleh donne rendez-vous aux amoureux de la langue française pour une grande dictée à Versailles. Et ça, la dictée, c'est un exercice qu'il adore puisqu'il faut juste recopier ce qu'il entend. C'est taillé pour lui. Allez, les brèves. Et les brèves. Nice, 8 mois de prison avec sursis pour avoir planté du cannabis dans une forêt. C'est bien la peine d'accueillir Raoni en grande pompe si c'est pour après criminaliser les bonnes âmes qui bénévolement vont lutter contre la déforestation. Allez, la dernière. En Israël, la fille d'un rabbin ouvre un sex shop cachère. Et comme le dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachère. Et bien sûr. C'est brillant. Oh là là. Des années de travail pour en arriver là, faut bien s'en rendre compte. 17h26 sur France Inter en compagnie de la romancière Myriam Leroy. Sur France Inter, j'appelle ça la Pravda même. Myriam Leroy de la RTBF aussi. Oui, de la Pravda, RTBF, la première RTBF bien sûr, journaliste culturelle et dramaturge. On va aborder ce premier sujet avec vous. Donc Richard Ferrand mis en examen, le procès Mélenchon dit du défoncez-moi cette porte, le jugement dans l'affaire Balkany, l'audition de Bayrou, prochainement le procès Fillon. Vous venez donc d'entendre la liste des prochaines chroniques de Guillaume Meurice. Mais c'est avant tout la liste de toutes les affaires en cours qui jettent le soupçon sur nos dirigeants politiques. Et chez Ferrand, hier, ça s'est passé comme ça. Heureusement, ils n'ont pas trouvé le coffre dans mon bureau avec mes autres... Enfin, avec la collection de montres... Attends, rassure-moi, il n'y a pas d'autres comptes. Stan. Bon, j'en ai aussi un tout petit à Jersey. Puis il y a ceux Caïman et à Vanuatu. Ah bah oui, j'ai fraudé. Mais la gauche voulait tout me prendre, c'était de la légitime défense. Denis Podalides et Sophia Aram dans Neuilly sa mère de Gabriel Julien Laferrière et Jamel Ben Salah. Alors je vous pose la question qui en fait sur toutes les lèvres de beaucoup de Français, quasiment tous les Français à la cantine ce midi ou à la Rotonde ou au Fouquet's. Est-ce qu'un président de l'Assemblée nationale mis en examen, il peut rester au perchoir? On attend vraiment quelque chose de définitif de votre part. Il y a les mecs de l'AFP en régie. Manifestement, oui. Voilà. Oui. Très bien répondu. En France, oui. Est-ce que, vu de Belgique, vous trouvez qu'il y a beaucoup d'affaires politico-judiciaires en France? Je trouve que vous avez un vivier vraiment génial, quoi, pour les humoristes. C'est du pain béni. Donc beaucoup plus qu'en Belgique. Oui, et en plus chez nous, les affaires sont pas aussi flamboyantes, quoi. Elles n'ont pas autant de panache. Je crois que la plus grosse escroquerie médiatique, dont on a parlé dans les médias, c'était un truc au début des années 2000. C'était un élu local Carolo qui s'appelait Claude de Spiegeler, qui avait un délicieux petit collier de barbe. Le Charleroi, donc. Tout à fait. Et qui était impliqué dans une affaire dite de la chaudière de Carcassonne. On dirait à titre de vidéo de Jackie et Michel. C'est marrant. Vous vous souvenez pas de la chaudière de Carcassonne? Moi, non, Alex, oui, on a rappelé. Il y a eu Publifine, il y a eu des affaires quand même d'état plus grandes. Oui, mais c'est pas marrant. Non, c'est pas. Tandis marrant. que je trouve que Balkany a quand même un truc très panache, marrant. Ouais, il y a un truc, quoi. C'est vraiment un vrai personnage de roman. Balkany, chaudière, ça marche moins. C'est Balkany, yacht. Oui, c'est ça.
Nous, quand on fraude, c'est pour s'installer une chaudière. C'était ça, c'était vraiment pour installer une chaudière dans sa maison de campagne de Carcassonne, d'où le nom de la chaudière de Carcassonne. Il avait fait venir des ouvriers payés par la ville de Charleroi, Voilà. c'était ça qui était plus drôle, évidemment. C'est rien ça. Chez nous aussi, ça fait même pas une brève. Myriam Leroy a raison, chez Balkany, il y a la Villa Pamplemousse dans les îles. Et puis il y a des peignoirs brodés aux initiales du propriétaire. Ça, je trouve ça incroyable. Génial. Qui déjà porte des peignoirs? C'est vrai. Moi Patrick Abitbol. Tous les partis sont touchés en France. Je pense pas qu'il y en ait un, à part le parti animaliste. Pas encore. On n'a pas encore trouvé. C'est aussi le cas Outre-Kiévrin. C'est tous les partis où il y en a un en particulier qui accumule les casseroles et sur lesquels les humoristes sont obligés de taper un peu tous les jours. Ouais, j'en vois surtout un qui n'en accumule pas. Mais si je donnais son nom, on me traiterait de vendu. C'est porte la couleur de votre chemise. Exactement. Non, mais Le chemisier, il faut dire que de quelle couleur est le chemisier, on est à la radio. Il est plutôt de couleur verte. Oui, voilà. Vert d'eau. Mais non, en Belgique, ce qui était assez rigolo, c'est que c'était les socialistes qui étaient plus dans les affaires. C'est presque encore plus gênant que si c'est la droite, où on peut imaginer, vous voyez, le côté, comme ça, vous. Bravo. Très bien. Oui, un côté... Oui, dans les leçons de morale, ça va y avoir plus de gauche. On est bien placé pour le savoir. C'est nous ça. Mais oui, Myriam Leroy en notre compagnie et dans ce studio également. Tiens, nous sommes jeudi. D'habitude, vous venez le mardi, mais là, on est foufou. On a fait venir Constance. J'aime bien changer nos petites habitudes de couple. Je vous surprends. Mardi dernier, le 10 septembre, c'était la journée mondiale de prévention du suicide. Nous sommes le 12, je suis toujours là. On peut dire que c'est une journée qui a bien fonctionné. Il y a beaucoup plus de raisons, je trouve, d'avoir envie de crever plutôt que de rester en vie. Mais si l'on se penche sur les quelques raisons de s'accrocher à la vie, eh bien, on n'est pas à l'abri de trouver que finalement, c'est plutôt une bonne idée de ne pas lâcher le morceau. Pour commencer, vivre, c'est douter. Et douter, c'est se demander ce qu'est exactement le fait de vivre. Et si nous pouvons douter du fait de vivre, peut-on douter du fait d'être en vie pour douter? Ou est-ce qu'on est là pour douter? Ou est-ce qu'on vit pour douter? Bonne question. Voilà, moi j'ai un doute. Un petit pétard là-dessus, et vous êtes occupé pendant de longues heures, et quand vous êtes occupé, vous n'êtes pas tenté de vous flinguer. Voilà. Ensuite, si votre vie vous rend malheureux, mais si vous ne pouvez pas, ou si vous ne voulez pas la changer, eh bien, vous avez en vous un immense pouvoir appelé l'imagination. L'imagination, personne ne peut vous la voler. Et grâce à ce super pouvoir, vous pouvez tout vivre sans courage ni conséquences. Personnellement, dans ma tête, je tue régulièrement des gens à coups de latte dans la gueule, ou j'ai des relations sexuelles avec des gens avec qui normalement je ne pourrais pas ou je ne devrais pas coucher. Par exemple, là dans ma tête, je fais une petite pipe à Jacques Brel. Il aime bien ça. Et là, je fais une petite branlette à Rock Voisine. Pas dans les cheveux, Rock. Et oui, je suis une... oui, je suis une vraie petite salope cérébrale, mais personne n'est au courant. Chut. Ah bah si, maintenant tout le monde le sait. Tant pis. Même Rock Voisine. Même Rock Voisine. Rock, si tu m'écoutes. Grâce à l'imagination, je peux m'échapper de n'importe quelle situation qui m'angoisse. Une fois dans ma tête, j'ai imaginé que j'inventais une gomme à gros cons. Et tous les gens qui me donnaient envie de mourir, je les effaçais. C'était chouette. Mais au bout d'un moment, il me restait plus personne autour. Du coup, j'ai dû inventer un stylo à redessiner les gens. Et comme je dessine hyper mal, et ben mon nouveau monde était encore plus nul que le vrai. La boulette. Sinon, pour éviter de mettre fin à ces jours, ce qui marche bien, c'est d'être gentil avec soi-même. Moi, par exemple, quand je sens que je suis nulle pour faire quelque chose, c'est-à-dire assez souvent, eh bien, je mets en valeur mon incompétence. Je me dis que je suis excellente dans le fait d'être nulle. J'ai même parfois, je le confesse, la grosse tête dans l'échec. Il m'arrive de me dire que je suis certainement la meilleure des plus nulles. Et dans ma tête, les gens m'acclament et ils hurlent mon nom. Ils disent genre Constance, bravo, vous êtes la reine des plus nuls, vous êtes la reine des plus nuls. Oh là là. Et là, ils me mettent une couronne en or sur la tête. Ils me disent rentrez dans cette tente, Rock Voisine vous attend. Se suicider, c'est un petit peu dommage. Parce que, comme c'est bientôt la fin du monde, alors il suffit juste d'attendre un tout petit peu. Comme ça, si Dieu existe, il ne pourra pas t'engueuler parce que tu t'es tué. Et il aura le nez dans son caca, Dieu, parce qu'il aura dessiné l'homme avec un stylo qui fonctionnait pas très très bien. Et apparemment, il avait mal rangé ses affaires, Dieu, parce qu'il avait perdu sa gomme à gros con. Ça y est, j'ai parlé de Dieu. Je vais encore me faire insulter pendant 15 jours sur les réseaux sociaux. Pas grave, contre la bêtise, je vais inventer dans ma tête une machine qui fait manger des carottes à une personne à chaque fois qu'elle est agressive. Comme ça, les cons, ils auront les fesses roses. Ça résout pas le problème, mais en tout cas, moi, ça me fait rire.
rire. Je dédie cette chronique à ma mamie Janine, partie le 27 septembre 1987, et à tous ceux qui ont décidé de partir avant d'atteindre la fin du film. J'espère que maintenant vous êtes heureux. Et nous, en attendant de vous retrouver, ici pour tenir, on fait des blagues. Bisous. Merci Constance. Constance, vous jouez à Lille, au théâtre Sébastopol, c'est le samedi 26 octobre. Et puis on vous retrouve au théâtre des Deux Ânes tous les mardis à partir du 1er octobre. Oh, vous êtes au courant de tout, c'est incroyable. Je me renseigne un petit peu sur vous. Elle était journaliste avant. Constance, oui, c'est déjà arrivé que vous fassiez des chroniques sur le harcèlement, ce que raconte Myriam Leroy dans son roman Les Yeux Rouges. Vous aussi, vous y avez goûté? Ah oui, il y a des gens qui sont pas très équilibrés, pire que moi. Alors c'est très régulier, vous en recevez régulièrement? C'est des périodes, je sais pas pourquoi. Des fois il y a des trucs on se dit oh là je vais me faire emmerder, on se fait pas emmerder, et des fois sur un truc ça s'excite. Ah oui. Mais vous savez, vous doutez quand on commence une chronique, vous dites ah celle-là. Il y a des sujets, on sait un peu qu'on va se faire emmerder, mais je crois que c'est une question de liberté en fait. Dès qu'on est un peu libre, qu'on en a un petit peu rien à faire, enfin ça agace. Soyez libre. Oui. Non, ça m'agace. C'est Myriam Leroy qui est en notre compagnie, qui publie Les Yeux Rouges paru au Seuil, roman qu'on vous recommande chaudement, ainsi que Juliette Arnaud que vous allez écouter dans quelques instants. On est ensemble jusqu'à 18h sur France Inter. L'émission s'appelle Par Jupiter. C'est ça. Oui, d'accord. La terre a cessé de tourner pour moi, le temps de figer une image du monde à laquelle les gens bien pourraient se fier. C'est vrai que je ne sais pas vrai, non quoi penser. J'ai fini de survoler ces gens dont tu aimes tant parler. Je t'avoue qu'au fond ils ne m'ont pas vraiment intéressé. C'est vrai que je ne sais pas Biche, c'est un groupe, paraît-il. Qui chante Kepler. Vous connaissiez Myriam Leroy, Biche? J'adore ce mot biche. On dit ça en France, t'es biche. Ah non. T'es jolie. Non, t'es jolie. Ah oui, on dit ça en Belgique, t'es biche. Ouais. C'est quand il y a un animal qui traverse. Oui, c'est ça. Dans les pays civilisés, on dit pas ça. Bon, très bien. Myriam Leroy, la romancière, est en notre compagnie jusqu'à 18h. Avant d'entendre la lecture de votre livre par Juliette Arnaud, enfin qui va faire une chronique, elle va pas le lire. On aimerait bien, si on pourrait. Elle l'a déjà lu. Mais elle l'a déjà lu. On en passe par Guillaume Meurice. Oui, alors je vais vous parler procès et politique aujourd'hui, parce que ça y est, c'est reparti pour une saison, comme sur Netflix. Puis celle-là, c'est vrai qu'elle s'annonce quand même pas mal. Alors il y a Riri Ferrand, on en a parlé. Bon, Riri, il a rien fait, il a juste aidé sa femme qui l'aide aussi en retour. C'est un échange mutuel.
de Bretagne, bien évidemment. Ah, on rigole. Mais il y a aussi le camarade Jean-Luc qui va être en procès dans une semaine. Jean-Luc Mélenchon, donc je vous rappelle, guide suprême de la Révolution et des antidépresseurs. Hasta siempre el Prozac. Alors ici, à France Inter, le camarade Jean-Luc, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, on va pas se mentir. La dernière fois qu'on l'a vu, Patrick Cohen faisait de l'audience. Donc là, je vous parle d'un temps que les moins de 600 000 voix d'écart ne peuvent pas connaître. Alors pour débusquer les insoumis, c'est pas facile. Alors je suis allé dans le maquis à Montreuil, c'est leur fief. C'est quand même des gens qui votent pour Alexis Corbière. Hein, vous connaissez Alexis Corbière? Oui. Et vous avez traité de poujadiste? De poujadiste. Hein, se faire traiter de poujadiste par Alexis Corbière. Vous allez finir par vous faire traiter de voleuse par Claude Guéant. Bon, alors direction Montreuil pour défendre le petit timonier et crier au complot avec les insoumis. Toutes ces choses-là, c'est toujours des règlements de compte. Alors, quand quelqu'un gêne, on lui cherche des poux dans la tête. Mais là, est-ce que c'est pas juste lui qui a bousculé les personnels de police? Si, bon, il n'a pas un caractère facile, donc évidemment, il y a des réactions. Mais... Oui, il semblerait qu'ils soient un peu sous-polés. C'est possible. C'est possible. Faudrait vérifier cette information. Alors, on a assez peu d'éléments à ce niveau-là, donc il convient de rester prudent. À part qu'il renvoie chier les journalistes, les procureurs, les communistes et sa pizza au pesto quand elle n'est pas assez cuite. Hein. On l'a déjà entendu crier, je vous rappelle. Le basilic, c'est froid! Je me rappelle. Hein, on ne sait pas, à vérifier. Alors peut-être un problème de comportement, mais rien n'est sûr, sauf ses soutiens qui sont sûrs. Bah, c'est un monsieur correct. Est-ce qu'on est sûr que c'est une personne correcte? Ouais. Sûr? Sûr et certain. Même quand il bouscule un peu les gens? Bah, ça c'est normal, c'est une défense. Oui, c'est la défense. C'est une défense, et la meilleure défense, c'est quoi? C'est l'attaque, bien évidemment. Et donc, Méluche, il attaque. Hein. Rappelez-vous, il a voulu défendre la porte de son bureau. Vous connaissez la suite. Enfoncez-moi cette porte! Voilà. Hein. Heureusement qu'il bosse pas au SAMU. Mais c'est une technique comme une autre. La fougue, la puissance. Pour bien piger, ce même soutien a voulu me faire une petite métaphore canine. Macron contre Jean-Luc. Macron, c'est un petit chihuahua, tu vois. Même dans les animaux, on ramène un chien, un chihuahua avec un berger allemand. Jean-Luc Mélenchon, ça serait un berger allemand? Exactement. Alors, je sais pas si ça va lui faire plaisir. Alors, berger, tant que c'est pas Aurore, ça peut passer. Mais c'est le côté allemand qui va pas aimer. Hein. Le côté Merkel, ça lui fait des plaques. Je crois qu'on est reparti pour une hausse de tension. Alors, allons voir une dame. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait encore? On lui reproche d'avoir bousculé des policiers. Mais il n'a pas fait exprès. Hein. Ouais, vous pensez qu'il les a bousculés comme ça? Non, il n'a pas fait exprès. Hein. Alors ça se plaide. C'est un axe de défense assez audacieux, mais s'il prend Dupond-Moretti, peut-être ça se plaide. Désolé monsieur le juge, j'avais pas vu le policier. Hein, c'est la technique de Benoît Magimel, on appelle ça. Ça marche pas bien, mais c'est moins con que de dire c'est un procès politique. Qu'est-ce qu'elle en pense, la dame? Il a raison. Vous rigolez ou quoi? L'autre, il dit, François Fillon, il dit, dans les yeux, je vous regarde dans les yeux, tout ça. Mais alors quand c'est Fillon, c'est pas un procès politique, mais quand c'est Mélenchon, c'est un procès politique? Non, moi je suis pas d'accord pour les gens comme ça. Il faut qu'ils soient, s'ils veulent qu'on les respecte, il faut qu'ils soient déjà justes, qu'ils soient réglo. Est-ce qu'on peut pas appliquer ça à Jean-Luc Mélenchon? Quoi, vous y en voulez ou quoi? Ah non, alors attention. Non, je lui en veux pas, déjà pour des raisons de sécurité. Hein, c'est quand même pas très prudent d'en vouloir à Jean-Luc. Et puis moi, je trouve ça bien de connaître la vraie personne. Moi, je vais vous dire, j'ai voté Mélenchon au premier tour en 2017. Eh ben, je suis content de savoir que j'ai failli refiler le code nucléaire à un mec aussi calme et mesuré. Hein, je me dis, j'ai encore bien choisi. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils. Hein, vous m'appelez. Vous avez des gosses à garder? Xavier Dupont de Ligonnès. Je pense que c'est un gars bien. Hein, n'hésitez pas, je suis disponible. Alors, en ce qui concerne le camarade Jean-Luc, il y a aussi la question de l'âge, bien sûr. Eh ben, il a plus 20 ans déjà, faut dire une chose, il a plus 20 ans, il est peut-être fatigué aussi. Est-ce qu'il devrait pas prendre sa retraite? Pourquoi? Parce qu'il est pour la retraite à 60 ans, il a plus de 60 ans. Mais Jean-Luc, il a encore... Pourquoi il va prendre sa retraite? Il a un travail difficile aussi. C'est mental. Ah. Attention. Oui, mais c'est peut-être mentalement que ça déconne, non? Non, qui continue, qui s'amuse. Bon, écoutez, qui continue, qui s'amuse. Hein. Moi, je suis toujours là pour proposer des pistes. Hein. Tant qu'on vote pour des humains et pas pour des idées, je me dis qu'on n'a quand même pas le cul sorti des intérêts de la dette à rembourser aux banques. Allez, concluons. Il est formidable. Moi, je trouve que c'est... Je sais pas, Oui. Vous avez vu, on parle de Mélenchon, il y a des enfants qui se mettent à pleurer. Oui, il l'aime pas. Hein. C'est bizarre qu'elle l'aime pas, elle. Et oui, parce que c'est un complot, évidemment. Jusque dans les crèches, il y a des enfants de procureurs manipulés. C'est un scandale, hein. Comme le fait que Mélenchon ne soit pas traité comme un citoyen lambda. Ça, c'est lui qui le dit, et il a bien raison. N'importe quel mec de banlieue qui bouscule un flic finirait en garde à vue. Les privilèges d'élus, c'est sacré! Merci Guillaume Meurice. Et on a une pensée à la technique pour Clément Berman, qui n'a plus de tympan, comme nos auditeurs, mais restez avec nous quand même. Gardez-en un petit bout pour écouter Juliette Arnaud parler du livre de Myriam Leroy et pour aborder ce sujet d'actualité avec nous. La justice vient de réhabiliter un professeur qui avait été lourdement sanctionné pour faute grave par l'éducation nationale. Pourquoi? Parce qu'il a fait lire la Bible en classe. Des parents ont dénoncé
anonymement du prosélytisme. Le prof a été muté, mais la justice vient d'estimer qu'il avait fait lire la Bible parce que la mythologie chrétienne explique bien des choses, l'art, la culture et qu'on le veuille ou non, des fondements de notre civilisation. Quant à ceux qui sont les dénonciateurs anonymes, allons voir chez eux, tiens, la poutre et la paille. Oh merde, pas de bol. Et 60 millions de Français, il a fallu que la grâce divine tombe sur Elliot. 8 ans, mon fils. Elliot avec des sandales et une chasuble, je m'y ferai jamais. Non mais tu te rends compte que s'il devient moine, on le verra plus qu'au parloir, hein, comme en prison. Puis dès qu'on lui fera un cadeau, il le refilera à l'église. Tout notre fric ira à l'église, Denis. Tout ce qu'on a, hein. Oui, en attendant, il va trouver une bonne activité parascolaire normale. Isabelle Gélinas et Bruno Salomon dans Fais pas ci, fais pas ça, la série de France 2 qu'on adore ici. C'est un article paru ce matin dans Le Figaro. Cette histoire montre la crispation qui existe entre quand la religion rencontre une institution française comme l'éducation nationale. Est-ce que c'est un peu un cliché français dans les yeux d'une Belge? Et moi, c'est une info qui me fait pas tellement tiquer parce que. Alors tiquer, on dit ça? Ah, on dit pas ça. Ah non, je parle. Super. Parfois, je mélange les deux. Mais moi, j'aime beaucoup cette expression. Mais ça ne me fait pas tellement tiquer parce que j'ai fait toute ma scolarité dans des écoles catholiques et même j'ai été à l'université catholique de Louvain-la-Neuve où il y avait un cours obligatoire qui s'intitulait La Bible et son message. Donc voilà, donc je connais fort bien la Bible, fort bien son message, mais la scolarité et religion, voilà, pour moi, ça semblait naturel à l'époque. Oui. Ah oui, donc, mais ça veut dire que, est-ce que ça vous a influencé ou pas? Ah oui, surtout à fuir à toutes jambes. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Jésus. Oui, oui. Ouais. Donc c'est-à-dire que ça pourrait paraître étonnant, je m'adresse autour de la table aux Français, d'avoir une université catholique. Et il y en a plusieurs en Belgique, à Saint-Louis, à Bruxelles. Il y en a à Lille aussi. Il y a une fac catho à mais alors, Lille. En Belgique, j'ai toujours envie de dire chez nous, mais après on ne sait plus où on est. Chez nous autres en Belgique. Il y a beaucoup d'écoles catholiques. Il y a un parti qui a été le centre de la vie politique pendant 30 ans. Le qui Parti était social chrétien. Voilà. Le deuxième journal, il y a Le Soir et la Libre Belgique est catholique. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites catholiques. Mais est-ce que pour autant, la Belgique est un pays si catholique que ça quand on regarde la société française? En voyant qu'on a légalisé toute une série de choses que vous avez du mal à lâcher, manifestement, la société française, on pourrait croire comme l'euthanasie, par exemple. Qu'on est très en avance en Belgique. Mais je suis même pas sûre que c'est ça. Je pense que juste le Belge, il fait moche dehors, il a pas envie d'aller manifester. Il y a une sorte d'aquabonisme qu'on pourrait résumer par c'est déjà bon, on n'est pas consulté de toute façon. Donc je suis pas sûre que le Belge soit plus progressiste que le Français par rapport à ça. Ah oui, c'est-à-dire que les Français vont sans cesse dans la rue, gueuler, etc. Oui, dans le débat, très important de faire entendre sa voix. Chez nous, rien n'est très important. Ouais. Donc il y a des choses qui sont passées crème, comme les Français nous ont regardé avec plus d'acuité quand ils se sont rendus compte que 10 ans avant, on avait légalisé le mariage homo. C'est juste parce que les gens ont dit oui, bon, allez. Ils l'ont pas vu et c'est passé en Stummelinks. Refaites le Jean Belge. Comment il appelle Jean Belge? Oui, bon, allez. C'est surtout c'est des gens comme ça. Myriam Leroy a raison. Oui, il fait moche dehors. C'est ça. Oui, c'est ça, d'accord. Ça fait avancer la société quand même, finalement, ou pas? Oui. C'est ce qu'on vous envie d'une part, la culture du débat, et qu'on se félicite quand on regarde Pascal Praud de ne pas avoir. C'est toute l'ambiguïté. Un Pascal Praud en Belgique, ce serait possible? Oh, à ce point-là, non, quand même. Ils ont essayé de faire des émissions un peu dites plus populaires, pour ne pas utiliser un autre mot avec popu devant, et ça n'a pas bien pris. Oui, et puis ce degré de rage, j'ai pas envie de dire hystérie, puisque je n'aime pas ce mot, mais il y a quand même quelque chose d'hystérie. À la télé belge, non. Nous, on est très bon, On va passer un disque. On va mettre un disque. Oui, le danger, c'est que quand il y a une loi qui est plutôt régressive, on dise aussi, bon. Exactement. C'est le danger. On va laisser des nationalistes au gouvernement. Myriam Leroy, vous avez écrit Les yeux rouges, paru au Seuil. Juliette Arnaud, vous l'avez lu cet été? Oui. Et j'insiste, ce livre doit être bu cul sec. Je le sais parce que c'est ainsi que j'ai procédé avec lui. Et non, Alex, je n'ai pas grande habitude du cul sec. J'aime pas ça d'habitude. Vous savez, ce moment où quelqu'un crie « Chut !»
et que docilement, parce que vous avez à peu près le libre arbitre d'un verre à dents, que docilement donc vous vous employez à boire d'une seule goulée un petit verre d'alcool fort tiède et huileux. Et ensuite vous avez quelques minutes normales. Votre bouquin est tiède et huileux? Non, attendez. Et ensuite vous prenez conscience que vous avez gravi 40 étages dans le building de l'ivresse et que votre meilleur ami est dorénavant le tabouret de bar sur lequel vous êtes assise, puis accroupie, puis debout. Mais une lecture cul-sec, c'est pas pareil. Et ce livre-là, je l'ai lu cul-sec parce que je n'avais pas le choix. Je l'ai avalé d'une traite tout en ayant la sensation qu'il m'avalait concomitamment, que je me noyais dans lui et qu'à la dernière page, j'avais les yeux rouges, comme une noyée ou comme quelqu'un qui a pleuré. Et je suis à peu près certaine que tel était le but de Myriam Leroy, aligner les mots de telle manière que, comme son héroïne, tu perdes le souffle, le calme et la raison. L'héroïne, justement, journaliste dans une radio publique, gauchiste donc, ah bon, il y en a beaucoup par ici, commet une erreur majeure de notre époque, mais une erreur super commune donc. Elle répond à un type sur Facebook en message privé, un type nommé Denis. Par politesse, parce qu'elle ne sait pas qu'il est un sac à pu, Denis, parce qu'elle ne voit pas le mal. Sauf que sac à pu, oui, je l'appellerai plus jamais Denis. Sauf que sac à pu veut plus, demande plus. Et après lui avoir raconté toute sa vie médiocre, mais qu'il s'invente formidable, sac à pu souhaite connaître la sienne à l'héroïne. Et l'héroïne ne le veut pas. Mais c'est trop tard. Sac à pu s'offusque. Alors sac à pu fait comme le petit garçon dans le bac à sable qui, quand la petite fille ne veut pas devenir son amoureuse, eh ben il lui flanque un coup de râteau sur la tête. Et comme sac à pu est une grande personne, il n'a pas de petit râteau en plastique, mais il a les réseaux sociaux. À base de t'en veux de la sociabilité, je vais t'en donner. Parce que sac à pu a des amis, beaucoup d'amis, des anonymes, des gens sans nom donc, mais avec du temps. Beaucoup de temps, assez de temps, suffisamment même de temps superflu pour écrire sur Internet ce genre de choses. Et je vous cite Myriam. Il ne comprenait pas qu'une journaliste notoirement inféodée au système puisse être grassement payée par ses impôts pour rabâcher un tel ramassis de conneries. En y réfléchissant, cet internaute aimait à croire que je me faisais défoncer le fion à longueur de journée par mes supérieurs hiérarchiques. Il ne voyait pas d'autre explication et pourtant, comme il le disait plus haut, j'étais si moche. Ah oui, un détail. L'héroïne, c'est une femme. Alors on tape d'abord sur le physique. Et là, auditrice, auditeur, vous vous dites peut-être qu'elle n'a qu'à s'en foutre, l'héroïne. Et d'ailleurs, c'est ce que lui disent ses proches. Sauf que c'est pas tout à fait possible de s'en foutre. Surtout quand une partie de son métier consiste à y être sur les réseaux sociaux. Alors quoi, que va-t-elle faire? Quels moyens employer? Dans quelle poubelle de tri sélectif faut-il jeter sac à pu? Le compost, la poubelle jaune, le truc à pile dans les supermarchés. Je vais me taire, vous le saurez quand vous aurez avalé cul sec nécessairement les yeux rouges. Une chose cependant avant de se quitter. En exergue des yeux rouges, quelques mots de Flaubert, pas n'importe lesquels, ceux à la fin de Madame Bovary, au moment où Madame Bovary meurt. Emma, qui fut si seule finalement toute sa vie, elle agonise dans une chambre pleine de gens qui s'en foutent d'elle ou qui ne l'ont jamais comprise. Et en quelques phrases sèches, Flaubert la fait disparaître, et cela, c'est l'exergue du livre. Une convulsion la rabattit sur le matelas, tous s'approchèrent, elle n'existait plus. Et c'est ça précisément le but d'une exergue, donner le ton. Merci, bisous, merci. Les yeux rouges, paru au Seuil, Myriam Leroy. C'est très émouvant. Ah bah formidable, c'est que j'étais très émue en le lisant. Oui, alors ne pleurez pas toutes les deux en même temps. Je ne pleure pas, je n'ai pas les yeux rouges. Myriam Leroy, oui, votre roman est chaudement recommandé par Juliette, par nous tous ici autour de la table, et c'est vrai que vous l'avez lu d'une traite. Ah oui. Et moi aussi, tout à fait. Eh bien, on va aborder ce dernier sujet avec vous en revenant au livre, justement. Avant, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai une annonce à vous faire, chers auditeurs, car Juliette fait des chroniques très régulièrement toutes les semaines chez nous, et Juliette, vous publiez aussi un roman. Le roman s'intitule Maintenant comme avant, paru chez Belfond, et vous racontez l'été de Rose, une adolescente aussi, qui voit débarquer sa mère qui l'avait abandonnée à sa naissance. Maintenant comme avant, Belfond. Il n'est jamais trop tard pour rien faire. Voilà. Et donc, continuons à parler de livres. Instagram est le réseau social des livres. Les lecteurs postent la photo de la couverture d'un bouquin qu'ils ont aimé. Et désormais, on trouve des influenceurs littéraires auxquels les éditeurs font les yeux doux parce que c'est de la pub à l'œil. Alors, ils se sont baptisés les bookstagrammeurs et bookstagrammeuses. Ils ne sont ni critiques littéraires ni journalistes. Ils sont simplement animés par la passion. Deux grandes catégories s'offrent à votre choix. D'une part, les bandes dessinées, les 7 boules de Christian, Tintin en Picardie, et d'autre part, pour le plus audacieux, les livres sans images. Bon, alors... ouais.
Bon, si vous ne trouvez pas chaussures à votre goût, n'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste. Pardon, vous n'avez pas une petite idée de livre? Dans quel genre? Un livre pour lire, quoi. Faux Contact, un programme de la télévision belge avec le comédien. Exactement. C'était regretté. Oui. Manu Taureau. C'est merveilleux. Je vous le conseille si jamais vous pouvez regarder Faux Contact. On le passe souvent ici, on pense souvent à lui. C'est vraiment irrésistible. Myriam Leroy, est-ce que vous savez si votre roman apparaît sur Instagram, réseau beaucoup plus doux que Twitter ou Facebook, et s'il y a un influenceur littéraire, on a déjà parlé, vous regardez un peu? Ben oui, quelques-unes, parce que Ouais. ce sont surtout des femmes, Des en fait. femmes, ouais. C'est un drôle de monde, en fait. C'est les bookstagrammeuses, avec une esthétique, avec des petits chats qui traversent l'image, ou des mugs avec un café ou un thé. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mise en scène Il y a une mise en scène très positive, très bonbon autour de la lecture. Et vous me coincez parce que je ne peux décemment dire que du positif de ces gens, parce qu'ils sont méga influents, hein. Incroyable. Et alors il y a des kilomètres de commentaires sous les posts consacrés au livre. Ah, tu l'as lu, j'ai bien aimé, moi pas. Explique-moi. Ah, merci beaucoup pour ta contribution. Mais alors c'est vraiment fait avec énormément de politesse, de gentillesse. C'est un monde enchanté. C'est ce que j'allais vous dire. Attendez que Denis découvre Instagram. Denis, le monstre du livre de Myriam Leroy. Vous êtes journaliste culturel. Quand vous voyez que le CV des bookstagrammeurs et euses sur leur CV, c'est pas critique, c'est pas journaliste, c'est la passion. Est-ce que vous y voyez une faiblesse ou un atout, ou les deux? De quel œil vous voyez ça? Je vois ça vraiment ni faiblesse ni atout, ça dépend comment c'est fait. Faut voir mis, hein, comme toujours. Faut voir porter, je suis d'accord. Les journalistes se drapent souvent dans une espèce de principe de légitimité. Le journaliste est très légitime pour parler des choses. Oui, peut-être, je sais pas, j'en suis pas sûre. Certains bookstagrammeurs le sont tout autant. Et certains journalistes sont très intéressants, d'autres très inintéressants. Les lectures se font soit en surface, soit en profondeur, mais ça dépend des gens. En fait, ça dépend pas tellement, me semble-t-il, de la carte de presse. Est-ce que eux, peut-être amateurs et grands lecteurs, s'attachent beaucoup à la notion de plaisir? Ouais, qui est vachement. peut-être une notion que les journalistes ou les critiques ont tendance à laisser de côté. Oui, et c'est pour ça que j'ai pas toujours méga bonne presse auprès des bookstagrammeuses, parce que la notion de plaisir dans le livre que j'écris, elle est quand même réduite à sa proportion congrue, quoi. Oui. On peut apprécier par exemple, moi en tant que lectrice, j'ai apprécié d'éprouver l'étau qui se resserre et le. Mais vous êtes perverse, c'est pour ça. Probablement. Oui, mais d'éprouver. Ça fout les poils. Donc c'est pour ça qu'on va voir des films qui font peur parfois ou des choses comme ça. Oui, parce que sinon c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour ce type de plaisir, mais c'est pas forcément. Mais disons que les livres de Christine Angot se retrouvent assez peu sur Instagram, par exemple. Il y a des chances. Avec des petits chats et des petits mugs. Il y a un petit moment doudou avec Christine Angot. C'est vrai, Michel Houellebecq recoiffé, avec des petits idées un petit peu maquillés. Oui, mais il y a quelque chose de touchant chez ces influenceuses, c'est qu'elles disent « je ». Oui. Elles ne se drapent pas en déclarant qu'elles savent ce qui est le bon goût et ce qui est la bonne littérature. Elles ont une forme d'humilité qui, je trouve, est extrêmement touchante. Voilà. Et elles ont la passion et elles lisent comme des dingues. Elles bouffent du livre toute la journée. On vous conseille d'aller voir. Il y a des comptes qui sont très très fournis sur Instagram. Donc Myriam Leroy, Alex Vizorek va vous soumettre un petit questionnaire. On a une équipe, Myriam. Vous inquiétez pas. Le questionnaire par Jupiproust. Donc c'est comme le questionnaire de Proust, mais avec les préoccupations de par Jupiter. On y va. Vous réfléchissez pas trop et vous répondez. Sur une échelle de 0 à 10, vous vous situez de gauche à combien? Mais je suis journaliste, je peux pas le dire. J'ai ma carte de presse Joker. Ok, les journalistes, donc 10. J'avais la même question avec de droite, mais vous allez me ressortir le deuxième Joker. De quel artiste masculin auriez-vous aimé être la muse? Oh, quelqu'un de beau, je sais pas. Je peux pas le dire parce que je crois que mon amour m'écoute. Il peut être décédé, le gars. Il peut être décédé. Baudelaire. C'est beau. Quel est le dernier prix Nobel de littérature que vous ayez lu? Modiano. Mais moi, j'y arrive pas, malheureusement, Modiano. J'adore le discours qu'il a reçu au Nobel. Je l'ai trouvé vraiment fantastique, mais je n'arrive pas à lire, à terminer un livre. Vous préférez dire que vous n'aimez pas Modiano plutôt que vous êtes de gauche. C'est fort. Oui, je sais, c'est moche. Peut-être qu'entre-temps, vous avez écouté Bob Dylan. Non plus. Non. Quelle est votre insulte préférée qui soit ni sexiste ni homophobe? Plouc. Oui. Et depuis quelques instants, sac à pu. Question Diane Tell. Si vous étiez un homme, seriez-vous capitaine d'un bateau vert et blanc? Oui, bien sûr. Oui. Très bien. Quel est votre principal trait de caractère quand vous êtes ivre?
La nudité. Ah non, c'est pas. Ah oui, si. C'est un caractère intéressant. Oui, Vous êtes encore sur Instagram. On peut vous demander donc des photos de ces moments-là. Vous aimez bien ça. Si vous deviez masser Patrick Bruel, dans quelle tenue aimeriez-vous qu'il arrive? Avec une serviette. Si une serviette patoche. Quelle astuce pourriez-vous donner à Dieu pour que les gens croient davantage en lui? Alors vraiment aucune idée. C'est beaucoup trop profond. Vous comme n'aidez réponse. pas le divin, c'est très peu. Non, je sais pas. Non. Allez, la question pour vous. On imagine que vous êtes la Sisyphe 2.0. Vous êtes obligé de troller une personnalité jusqu'à la fin de votre vie. Qui est-ce? Ça capu. Ce sera la dernière réponse. Qui est-ce? Alexandre Benalla. On aime bien, valide. Merci Myriam Leroy, on a passé un excellent moment en votre compagnie, comme à la lecture de votre roman qui s'intitule Les yeux rouges, qui est paru au Seuil. Merci Myriam, c'est la fin de cette émission les amis, merci beaucoup Constance, Juliette Arnaud, Alex Vizorek, Guillaume Meurize. À demain, nous recevons Meurize. Il y a un fameux hôtel à Paris qui évoque cette période. Demain, nous recevrons Daphné Burki, l'animatrice de France 2. Ah bon? Dans quelle émission? Pour ma peau et mes cheveux, j'ai envie de produits d'origine naturelle, efficaces et sûrs. Avec les marques du groupe Pierre Fabre, comme Chlorane, Aderma ou René Furterer, j'ai confiance. Karine Cotin, vous qui travaillez pour ces marques, vous nous confirmez que Pierre Fabre et la botanique, c'est une longue histoire? C'est même notre ADN. Pierre Fabre était passionné de botanique. Il voyait dans la nature des bienfaits infinis pour la santé et la beauté. Étant pharmacien, il a toujours développé ce